Caracas, sur le chemin qui le conduisit à la place de l'Indépendance, c'était toute la ville qui était dans la rue. Une foule délirante qui tout à l'heure chantera la Marseillaise. Le spectacle est surprenant. 1964, De Gaulle est à l'Élysée depuis 5 ans déjà. Il triomphe dans une tournée en Amérique latine. Grâce à la presse, la légende vivante est à son apogée. Mais la légende ne serait rien sans les gorilles du général. Comme les 3 mousquetaires, les gardes du corps du président sont 4. Roger Tessier, le boxeur. Henri Jouder, le kabyle. Raymond Sazia, le tireur d'élite. Et leur patron, Paul Comiti, le corse. Des tontons flingueurs dévoués corps et âme. Le blindage du général. Son ombre pendant 10 ans. Avec les photographes, ils ont partagé bien des secrets de Charles de Gaulle, le président le plus mystérieux de la Ve République. Les gardes du corps du général, avant tout des copains, à la vie, à la mort. Quand ils entrent à l'Élysée en 58, ils n'ont qu'un diplôme, le gaullisme. Avant De Gaulle, Roger Tessier était boxeur professionnel, Henri Jouder, combattant de la France libre, René Auvray, parachutiste, et Paul Comiti, commando marine et résistant. C'est André Malraux qui les recrute après la Libération. Du premier carré des fidèles, 2 sont encore en vie aujourd'hui, Roger Tessier et René Auvray. En 1963, Auvray quitte le groupe, il est remplacé par Raymond Sazia, le tireur d'élite. 40 ans après la mort du général, leur aventure au service du gaullisme reste inoubliable et Colombe et les 2 églises, un horizon indépassable. Malgré ses 90 ans, René Auvray revient tous les 18 juin dans le village où il a accompagné le général des centaines de fois. Ça y est, tout voilà sur le plat. Ancien officier parachutiste, militant gaulliste de la première heure, il se souvient qu'il fallait être prêt à tout pour servir le président. Ici, à cette porte d'église, là, je tenais la porte pour que le général sorte et je la tenais de la main droite. Il l'a vu. Et il m'a dit « Bonjour Auvray, comment allez-vous » Obligé de lâcher la porte, résultat, je l'ai pris dans la gueule. La porte. Voilà, c'est cette sacrée bonsoir de porte. Il était facétieux. Très facétieux, le général. Très facétieux. Avec Paul Comiti, l'autre gorille historique, c'est Roger Tessier. Double-le, ton gauche, double-le. Un ancien boxeur professionnel né au rang qui continue à coacher les jeunes espoirs. Parce que pour les crochets, crochet droit, crochet gauche, crochet droit, crochet gauche. Après la Libération, il se prend de passion pour De Gaulle. Ça tombe bien, le général a besoin d'une carrure. Tessier a celle de Lino Ventura et des mains d'acier. Dans le milieu, on le surnomme Roger la Tenaille, et gare à celui qui s'approche trop près du général. On disait pas mon général, entre nous, pas lui bien sûr. On disait Pépère. Pourquoi Pépère? Parce que déjà, c'était plus un enfant de cœur, et on l'appelait Pépère, on avait baptisé Pépère, et c'était Pépère. Ça a toujours été Pépère. Jusqu'où vous seriez allé pour lui? J'avais toujours rêvé que je lui sauverais la vie, alors je me serais mis devant. Hein. Ah ouais, ça n'a pas été. Si De Gaulle n'a jamais été tué, c'est aussi grâce à cet homme. Raymond Sazia. En 1963, quand il rejoint les tontons flingueurs de l'Élysée, il est le plus jeune. Il devient alors première gâchette au service du général. Sazia est un flic d'élite, formé au tir par les hommes du FBI, une première à l'époque. Quand je suis rentré dans les services de police, les fonctionnaires, en 1961-62, tiraient 2 ou 3 chargeurs de 7 cartouches par an. Quand je suis allé aux États-Unis au FBI,
première séance, 300 cartouches le matin, 300 cartouches l'après-midi. Vous voyez la différence? Pour mieux protéger De Gaulle, il révolutionne l'armement des gorilles et introduit le 357 Magnum, version Raymond Sazia. Voilà. Voilà le revolver 357 Magnum. Je vais vous dire les inconvénients et les avantages. Celui-ci, c'est une arme où vous avez une hausse. Si vous l'avez à la ceinture ici, dans la veste, elle s'accroche. Et alors, j'avais fait supprimer, si vous voulez, la hausse, et j'avais fait raccourcir le canon en 3 pouces. Alors voilà, si vous voulez, ben voilà, très bien. Vous voyez, il n'y a plus de hausse. Donc on peut dégainer rapidement. Et on a été les premiers services à la sécurité du général à utiliser cette arme. Et ça tirait aussi 357 Magnum et tout. C'est ce qu'on appelle le Raymond Sazia. C'est ça, exactement, puisque à Smith & Wesson, mais j'ai pas de droit d'auteur, hein, je vous précise dessus. Hein. Entre les voyages officiels, les gorilles s'entraînent à Sercoq, dans la région parisienne. Sazia est leur prof de tir. J'étais très bon, ils m'en voulaient un petit peu parce que je les enquiquinais un peu au dégagement. On appelait ça la prière. Ça veut dire que l'arme à l'étui, on dégageait rapide l'arme pour tirer. Et à ce moment-là, je vois Paul encore. Alors des fois, ça arrivait qu'il n'enlevait même pas son chapeau pour faire ça. Alors je lui dis, mais arrête, enlève ton chapeau quand même. Alors il dit, non, mais si un jour je dégaine que j'ai mon chapeau, je vais pas enlever le chapeau, dégainer après. Dans les rues de Mexico, Retour sur le voyage d'Amérique latine. Une course épuisante pour le cortège présidentiel. 7 pays en 3 semaines, des centaines de kilomètres en voiture, des milliers d'enthousiastes à contenir. De Gaulle n'a pas l'air fatigué, les gorilles, eux, sont lessivés. Mais soudain, à Mexico, De Gaulle est englouti par une foule d'étudiants. Il est sauvé par Paul Comiti, obligé de le porter sur plusieurs mètres. L'exploit fait les gros titres de la presse française. La légende des gorilles est née. Paul Comiti, l'homme du dévouement total au général, le chef de la tribu. À son arrivée à l'Élysée, le patron de la sécurité a une intuition. Les gorilles seront toujours les mêmes, 4 au maximum, pas un de plus. On avait une cote extraordinaire. Même les G-men américains, ils se demandaient comment un homme comme le général de Gaulle était gardé que 4 petits individus. Qu'eux, ils en avaient des caravanes. Ah ouais. Pendant 10 ans, les gorilles suivent le général pas à pas, 24 heures sur 24, au mépris de leur santé ou de leur vie de famille. Toujours dans l'ombre du président, quelles que soient les latitudes. Des anges gardiens soumis aux caprices et aux handicaps de leur patron. Exemple, le général est myope comme une taupe. Problème, il déteste s'exhiber avec ses lunettes. Et sans verre, le risque de chute est permanent, comme le montrent ces images jamais diffusées. Ça, il était Miro. Il était Miro. Il regarde pas Pépère, parce que lui dit marche. Paul lui dit, alors il sait qu'il y a une marche. Paul Comiti invente alors une parade. Chaque fois qu'il y aura obstacle, il se mettra devant. Pour le général, ce sera un signal. Le général savait très bien, si le Comiti était là, c'est qu'il y avait quelque chose. Voilà. J'ai fait une indélicatesse avec lui aux Tuileries. Je l'ai regretté. Je l'ai regretté beaucoup. J'ai fait un truc de gosse. On était dans l'allée, là, j'ai dit marche. Elle a levé le pied comme s'il y avait une marche. Et je l'ai regretté beaucoup. Il n'a rien dit, mais je l'ai regretté. Ah oui, il était Miro. Hein. Entre le général et ses mousquetaires, la complicité devient fusionnelle. Les gorilles ne protègent pas seulement De Gaulle, ils l'épaulent. Comme en Pologne, en 1967, lors de la visite de la cathédrale de Cracovie. Il y avait une crypte. Et à ce moment-là, moi, je m'aperçois que j'étais de service, que d'un seul coup, on descend, mais il n'y avait pas beaucoup de lumière. Je me suis approché du général, et le général prend mon bras, et j'avais compris tout de suite. Et j'ai dit, mon général, 1, 2, 3, 4,
Et hop, on était arrivé. Et à ce moment-là, vous êtes dit, donc on peut en croire. Eh bien, je pleurais. Parce que j'ai dit, merde, cet homme qui me prend le bras, moi tout petit, pour me demander, guide-moi, mais c'est extraordinaire. Au fil des jours, les gorilles découvrent que leur géant est aussi humain. Un jour, avant de rentrer dans un bureau, il me tend son képi. Je me fous le képi du général sur la tête et puis je me mets à déclamer devant. D'essayer de jouer avec comité et le général sort. Il me voit avec son képi. Il me dit, vous êtes encore en train de faire le con, ouais? Oui, mon général. Je pense qu'il nous considérait très bien. Il ne nous l'a jamais dit. Mais je pense qu'il nous considérait bien. Ouais. Autre mission des gorilles, plus discrète, protéger la réputation du président. Et donc, surveiller de près les photographes. Le journal François de la grande époque emploie 4 envoyés spéciaux qui traquent tous les faits et gestes du général. Quand on est photographe, hein, on a De Gaulle. On regarde De Gaulle dans l'objectif, on a un truc immense. Il remplissait l'appareil, quoi. Et puis, on l'accompagnait, on ne lâchait pas le général de Gaulle, parce que c'était vraiment notre pain quotidien. De Gaulle, pour un rien, on parlait de Gaulle. Henri Bureau est un franc-tireur de la profession. Avant de fonder l'agence Gamma, il a longtemps suivi le général. Il était extraordinairement photogénique. Extraordinairement photogénique. C'était très difficile de louper une photo de... J'ai rencontré 2 personnes photogéniques dans ma vie, parfaitement photogéniques. C'est lui et Brigitte Bardot. Autre photographe habitué des voyages présidentiels, Bernard Charlet, qui travaille aussi pour François. Il nous a jamais beaucoup aimés, les photographes, parce que il aimait pas être photographié avec ses lunettes. Donc il voyait rien toute la journée. Donc c'était à cause de nous, des caméramans et tout ça. Donc il nous en voulait beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces photos? Mon général, c'est pour les archives. Vous en avez assez, arrêtez un peu. Mais il s'adressait jamais à nous directement, mais il lâchait toujours une petite phrase. Un jour, justement, on était à l'occasion d'un vote, il faisait très froid, il y a eu un vote, et on était dans le bureau du maire, et puis j'étais devant lui, et je descendais, parce qu'il y avait bousculade pour descendre. Eh bien oui, vous allez rentrer à Paris maintenant, soyez prudents, il y a du verglas. Alors je me retourne, je me dis, mais il me parle? Oui, mon général, bien sûr, mon général. Pas de problème, nous ferons attention, tu parles, on n'allait pas partir, puisque tant qu'il était là, on était obligé d'y rester. Moi, De Gaulle. De Gaulle, presque 70 ans quand il revient au pouvoir, 1m93, 90 kg. Un monument historique à lui tout seul. Une statue difficile à protéger. Le général est intimidant, orgueilleux et doté d'un sale caractère. Le général, il ne voulait pas te garder d'ailleurs. Le général ne voulait pas te garder. Il nous acceptait. Il ne nous voulait pas, mais il nous acceptait. Ah, il n'en faisait qu'à sa tête. Ça, c'est vrai. Il voulait aller à tel endroit, regardez. Même si on nous disait, il ne faut pas qu'il aille à tel endroit, alors on essayait de l'aiguiller, on poussait, mais il nous donnait des petits coups de pied dans les jambes en disant, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux. Il ignorait le danger. Que ça soit clair, net et précis. On allait dans un endroit, par exemple dans une visite officielle, bon, il y avait des gens qui hurlaient « Charlot, des sous !» ainsi de suite, vous voyez, ça criait de toutes parts. Et bien à chaque fois, il nous faisait le coup, nous on se débrouillait de pousser pour partir dans l'autre sens, il allait vers eux, et alors c'était extraordinaire. Et là, il nous faisait le coup à chaque fois, et on arrivait « Charlot, des sous !» c'est tout le monde gueulait. Puis quand il est arrivé, hop, Charlot, des sous, puis tout le monde « Bonjour mon général, puis ça y est, alors, ça va et tout va bien. Là, il est heureux. Là, il est heureux complètement. Il est dans son jeu, là.
sais pas, il avait besoin, je pense, de ce contact physique avec les gens. Ça pressait tellement, je vous dis, il nous aurait déshabillé le général, les gens. Il lui arrachait les boutons, il tirait sur le général. Fallait voir. Les gens, tout le public lui tenait la main, il lui arrachait tout ce qui dépassait, on lui arrachait ses boutons de costume. Il y a un type qui l'embrasse, là, ici. Pour moi, c'est une photo fantastique. Hein, et le général, il essayait, il était pris comme un gros nounours par le type qui s'accrochait à lui. Il faut bien voir sa grosse main sur son oreille. C'était quand même assez fabuleux, non? Et là, il y a le garde du corps, effectivement, Roger Tessier, qui se demande ce qu'il doit faire. C'est la crainte permanente de la sécurité à l'Élysée. À l'époque, nous sommes dans la préhistoire de la protection rapprochée. Pas d'oreillettes, ni de portable, pas de taser, ni de satellite. Alors, comment protéger le président le plus menacé de la Ve République? Dans les années 60, pas moins de 20 projets d'attentats sont recensés contre la personne du général. Sur le terrain, une stratégie est mise au point. Elle est toujours d'actualité. Paul Comity ouvre le cortège, c'est le précurseur, toujours en éveil. À droite du général, Henri Jouder. À gauche, Roger Tessier. Et derrière, René Auvray. Et moi, je collais derrière, je m'excuse du mot, mais enfin, au derrière du général, j'étais pile poil derrière lui. Et ça a été ma hantise, ça, parce que j'imaginais un coup de pétard dans le public. Bon, si je me précipite sur le général, je le plaque au sol comme un rugbyman le fait, hein, la galère. Hein. Et si jamais je suis obligé de le faire, il va me foutre une paire de claques, ça c'est sûr. À cela s'ajoute le contrôle des immeubles sur le parcours, la fouille des toits et l'interrogatoire des concierges. Plus, avant chaque déplacement, un point complet des renseignements généraux sur les lettres de menace. Au départ d'un déplacement, Paul nous réunissait puis nous donnait déjà des photos que nous avions des individus qui sont un peu désaxés ou qui risquaient de porter atteinte au général. Alors c'était le rôle de Paul. Et une fois dans la mêlée, les gorilles n'ont que leurs jambes, leurs flair et leurs poings pour décourager les agresseurs et les gêneurs. Dans les déplacements, Paul Comity et ses hommes reçoivent le renfort d'auxiliaires inattendus, celui des photographes et des journalistes. Parmi eux, Jean Mauriac, fils de François et correspondant de l'agence France-Presse à l'Élysée. Les gardes du corps nous poussaient plutôt vers le général de manière à ce que nous formions un rempart humain. Et ils ont trouvé quand même très très pratique d'avoir 3 ou 4 photographes de petit calibre comme moi et ils nous laissaient devant le général, mais ce n'était pas pour nous faire plaisir. C'est parce qu'avec nous, ils risquaient rien. Autour du général, il y aura donc 2 boucliers, les gorilles et les reporters. Ce ne sera pas de trop pour affronter les événements d'Algérie. Alger attendait de Gaulle. Et c'est dans un véritable délire que le chef du gouvernement a parcouru les rues de la ville. Mais très vite, les rues d'Alger se retournent contre De Gaulle. Le général sait bien que l'indépendance de l'Algérie est inévitable. Il le dit de plus en plus fort. Chez les Pieds Noirs, les applaudissements cèdent la place aux cris de haine. On arrivait de France, on débarquait en Algérie, et brusquement on voyait le libérateur de la patrie hué, injurié par les Français d'Algérie, avec une armée qui manifestement laissait faire. De Gaulle s'en moque. Les cris et les menaces ne lui font pas peur. Comme d'habitude, il se précipite vers les manifestants. Une épreuve qu'il impose à son service de sécurité pour les gros bras
chaque voyage en Algérie est un cauchemar. À Mostaganem, il y avait plein de monde. Et ils avaient les drapeaux, ils avaient ceci, ils avaient cela. Ils étaient remontés contre le général. On ouvre la porte au général pour qu'il remonte en voiture. Qu'est-ce que vous croyez? Il descend et il leur tend les mains. Et c'était quand même très dur. Très dur. Et on avait nos revolvers et on avait des jambières avec des revolvers de réserve de planqué. Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient flinguer le général. Il faut tuer De Gaulle. C'est alors l'obsession de l'OAS. L'OAS, une armée secrète prête au pire pour que l'Algérie reste française. Ces terroristes sèment la mort à Alger, Oran, Constantine. Dans ce climat de guerre civile, la protection du général est fragilisée. Et les bains de foule, un pari de plus en plus risqué. Les tueurs de l'OAS peuvent s'y glisser et tirer à bout portant. Et là, personne n'y pourrait rien, pas même les gorilles. Aujourd'hui, laisser un président affronter une foule hostile est un exercice impensable de l'avis de tous les spécialistes de la protection rapprochée. Ah ouais, c'est fou ça. C'est là que fut lacérée la première pancarte Algérie algérienne. Ah là, c'est chaud. Ouais. Il y a pas de barrière, donc tout le monde peut... Ils ont l'air tendus là, quand même. Ouais, bien sûr. Oh là là, quand je vois ça, on peut plus faire ça. S'il y a trop de danger, on interdit au président d'aller dans la foule. Non, là, c'est plus... C'est plus concevable aujourd'hui, ça. D'aller dans une foule que l'on ne contrôle pas, donc anonyme, le danger peut venir de tous les côtés. Ah non, là, c'est plus possible de voir ça. Donc c'est dans les livres d'histoire de la police, l'histoire des gorilles de... Ah oui, bien sûr, c'est mythique, ce sont nos aînés, plein de respect. Ils étaient quand même techniques, hein, parce qu'ils sont passés sur 10 années très violentes, hein, puisque, comme on l'a dit, il est rare qu'un président reçoive autant de menaces, et c'est vraiment, en face, il y avait des gars qui avaient une capacité aussi de nuisance terrible. Hein. Donc je crois que tout ça a marché, parce qu'il y a une espèce d'aura autour de la personnalité du groupe. Hein. Et il faut une grande baraka, pour tout le monde, et pour le chef et pour le groupe. Hein. La baraka. Le général et les gorilles l'auront souvent. Une première fois à Pont-sur-Seine, sur la route de Colombey-les-Deux-Églises. Un attentat raté, signé OAS. Un an après, en août 1962, c'est l'attaque du Petit Clamart. Le commando OAS arrose la déesse présidentielle de 150 balles. Mais le général et Yvonne de Gaulle ne sont pas touchés. Un miracle. En novembre 1963, nouveau défi. John Kennedy est assassiné. La preuve qu'un président peut être tué, de loin, au fusil à lunettes. C'est la panique à l'Élysée. Malgré l'indépendance de l'Algérie, l'OAS ne désarme pas. Elle veut toujours tuer De Gaulle. Jacques Faucard, l'éminence grise de l'Élysée, et Paul Comity réagissent. Ils créent le SAC. Une police parallèle s'appuyant sur des gaullistes sûrs et fidèles. Indispensable, puisque l'OAS a des espions partout, dans l'armée et les services secrets. Au total, plus de 20 projets d'attentats seront déjoués à cette époque. Le général va à la noce d'une nièce à lui, en province, etc. Et alors, on était prévenu de l'OAS et tout, alors on faisait attention. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Tout s'est bien passé et tout. Les RG nous ont passé des photos après. Les photos étaient dans le public, les OAS. Elles n'ont pas bougé. Comment vous expliquez ça? Ils savaient que qu'on tirait vite et bien. Vive la République! Vive la France! Une fois la menace de l'OAS écartée, De Gaulle peut enfin s'intéresser à la province. Monsieur le général,
Par les plus jeunes de ses enfants, la vieille cité de Vervins vous offre ces quelques fleurs en gage de bienvenue. Vous êtes bien aimable, je vous remercie, vous êtes bien gentil. En 10 ans, le général visite plusieurs fois les 90 départements français. Il laboure la France, comme il dit. À une époque où la télévision ne fait pas encore la loi, c'est l'instrument politique préféré du général. Il y avait entre 50 et 100 journalistes, photographes, dont je faisais partie. Et puis, on s'arrêtait, on visitait 2 départements, ou plus, et on s'arrêtait 40 fois par jour. Au programme, le site du département de la Haute-Marne. Premier arrêt, Vielle. Beaucoup de monde dans la grande rue du village, des drapeaux et le premier bouquet de fleurs de la journée pour Madame de Gaulle. Alors les municipalités, le maire, tous les gens du conseil municipal s'étaient déplacés sur la route, quelquefois quand on n'était pas dans le village, et avec le drapeau, avec la fanfare, avec l'ancien combattant, les pompiers, la bonne sœur, etc., le paralytique, et puis bien entendu, ils s'arrêtaient, et là le maire qui avait préparé un laïus depuis 6 mois, il commençait en bafouillant, en disant « Mon général, monsieur le président », et puis il commençait son discours avec ses feuilles et son petit micro. Comme nous fiers de vous saluer, de vous exprimer notre respectueuse gratitude pour l'honneur que vous faites à Dammartin, et notre profonde reconnaissance pour les immenses services que vous avez rendus à notre pays. Alors il mettait ses lunettes, le général, il sortait ses lunettes, il les mettait, et puis il faisait un panoramique comme ça, parce qu'il était plus grand que tout le monde, alors il faisait un panoramique. Hein. Et puis une fois qu'il avait terminé son panoramique, il prenait les lunettes, il les remettait dans sa poche, et puis on disait, bon ben là il n'y en a plus pour guère de temps. Effectivement, 1 minute après, il disait « Eh bien oui, mon brave, oui, monsieur le maire, vous l'aurez votre tout à l'égout. Merci beaucoup, monsieur le maire. » Alors l'autre, bien sûr, le maire, il rangeait ses papiers comme ça. Et puis, et crac, et on repartait comme des furieux. L'Algérie et la politique ne changent rien aux habitudes du général. Tous les week-ends, il part avec Yvonne de Gaulle se ressourcer à Colombey-les-Deux-Églises, dans sa résidence de la Boisserie. Son refuge quand il n'est pas à Paris. Colombey-les-Deux-Églises, aux portes de la Champagne, 360 âmes à l'époque, une petite bourgade paisible et rurale, glaciale l'hiver, étouffante l'été, pendant 10 ans, le village le plus célèbre de France. À chaque séjour du président, devant la Boisserie, comme toujours une meute de journalistes et de photographes venus spécialement de Paris. Mais une fois les portes fermées, De Gaulle se retire du monde. Plus rien n'existe que la lecture et la famille. Et c'est tout juste s'il laisse aux reporters quelques miettes d'informations. Ah ben, je suis allé à Colombey, je sais pas, 150 fois peut-être. On était devant la Boisserie, bon, on était là, et puis on glandait, c'est le cas de le dire, on attendait l'image, on attendait la sortie du général qui allait aller à la messe, car c'était rituel, il allait à la messe. On savait au moins que peut-être on le ferait rentrant à l'église et sortant de l'église, puisqu'on n'avait pas le droit de pénétrer dans l'église, bien entendu. Et par exemple, un jour, je suis devant la Boisserie, il fait froid, c'est l'hiver, et là, je vois passer Charlotte. Charlotte, c'était sa gouvernante. Hein, la gouvernante, elle sort de la Boisserie avec un chien, et le chien, il avait un bandage autour du ventre. Alors, je dis à Charlotte, qu'est-ce qu'il a, le chien Alors, Charlotte dit, ah ben voilà, il a avalé les billes des petits-enfants, et il a fallu l'emmener à Maison-Alfort en hélicoptère. Alors, moi, photo, bien sûr. Aucun reporter n'est invité à la Boisserie. Mais à force d'attendre, certains ont droit parfois à une rencontre avec le grand homme. J'ai l'impression d'y être. C'est fou. Ce jour-là, manque de chance, Christian Brincourt, reporter à RTL, n'avait pas pris son magnéto. Il y a beaucoup de brouillard et je marche et puis je n'entends que le bruit de mes pas. Et brusquement, je vois, tout du moins je pressens, une présence. Je me retourne, je suis là à peu près.
Et je fais ça, et là, à côté de la croix, le général de Gaulle, les bras croisés, en costume, qui me fixe, là, juste à côté, qui me fixe et qui ne me dit rien, et moi je suis absolument pétrifié. Je dis, c'est pas vrai, je vais me réveiller. Je regarde, et il me dit, ne trouvez-vous pas qu'il fait un peu froid ce matin? Je lui dis, en effet, mon général, il fait pas très chaud. Un nouveau silence, il me regarde. Il me dit, bah, continuez votre promenade et ne prenez pas froid. Bonne journée, jeune homme. Bonne journée, mon général. Au revoir. Je vous présente de nouveau mes respects. Et il tourne le dos et il est parti. Et j'ai eu le général de Gaulle, l'homme du 18 juin, pendant environ 10 secondes pour moi tout seul. Aujourd'hui à Colombey, tout se visite. Le mémorial de Gaulle, l'église et le cimetière. Mais il y a un lieu mythique qui a définitivement disparu. Je comprends très vite que le point de ralliement de tous les copains, là où on boit le coup, là où on échange les tuyaux, c'est ici. Chez Janine, le seul bistrot du village, tenu par une jeune femme et son père. Si vous n'étiez pas chez Janine, vous passiez à côté de l'événement, parce qu'on recueillait tout, là. On allait toujours chez Janine, le café, on se retrouvait tout ça, jouait aux boules avec les gorilles, on mangeait ensemble, on rigolait, on racontait des histoires et tout, c'était sympa, toi. En Colombie, on a passé des bons moments, on a fait des pétanques terribles. Et quand on était rentré de la messe et qu'on était rentré d'une promenade à la forêt d'Elbuy, après, on avait toute notre soirée, etc., on sortait. En plus, ils s'emmerdaient autant que nous. Hein. Quand on était à Colombey, hein, et qu'il faisait bien froid, bah, on allait chez Janine. Hein, c'était le seul endroit où on pouvait aller. Et puis, on était bien obligé de passer, taper le carton, ou de causer, ou de boire un coup ensemble. Très vite, entre gorille et photographe, s'installe un code d'honneur. On était très respectés d'eux. On les respectait. Et quand on leur disait, bon, ils arrivaient en bande, etc., on leur disait, stop, on n'allait pas plus loin. Les yeux fermés, on savait qu'il n'y en avait pas un qui allait passer par derrière. Non, 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 c'était comme ça. Et quand un reporter cherche à doubler les gorilles, il a peu de chances de rapporter une bonne photo. Quand il y avait des photographies, alors nous on s'arrangeait, et je sais pas pourquoi, en courant, pof, on tapait sur l'appareil, merde, ton appareil, il est tombé. Alors le gars, tant qu'il ramasse, on était déjà parti. Enfin, c'est des petits trucs de gaminerie entre eux, mais qui nous rendaient bien service. Le général tient en effet à sa tranquillité, surtout le dimanche, quand il fait une sortie en forêt avec sa femme et ses gardes du corps. Il s'arrêtait au bord du chemin, hein, et on dépliait, on nous l'a raconté, hein. Alors nous on rêvait de ça, il dépliait la nappe, elle sortait le panier, et puis il se mettait à manger, il était assis sur un petit truc, et alors un jour d'ailleurs il y a un pecno qui passe, on nous l'a raconté, c'est certainement vrai, avec son tracteur, et puis qui dit « Et alors les parigots, gèle le cul !» Il n'avait même pas vu que c'était le général de Gaulle. Interdit à la boisserie, privé de confidence, les journalistes se rattrapent avec les conférences de presse. 2 fois par an, ils sont 500 à se battre pour assister à cette grande messe du gaullisme. Je dirais à ce sujet, puisque j'ai le plaisir de vous voir et de vous parler, en pensant à ce qui est une idée assez répandue, c'est-à-dire à ce qui arrivera quand De Gaulle aura disparu, ce qui est à redouter, à mon sens, après l'événement dont je parle, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. L'humour, la seule intimité que De Gaulle laisse entrevoir. Au-delà, ces zones interdites. Sous De Gaulle, l'heure est plutôt au journalisme béni oui-oui. En dehors des communistes, peu de critiques, peu de contestations. Dans la presse et à la télévision, De Gaulle est omniprésent. Partout, il incarne une France puissante et sûre d'elle-même.
savez, il y a dans certains pays éloignés. On ne connaissait pas la France, on connaissait De Gaulle. Et De Gaulle, c'est la France. Défense d'oublier. C'est pourtant ce qui arrive au malheureux chef du protocole lors de l'enterrement du président John Kennedy. Donc le chef du protocole a voulu voir le général et il a dit textuellement mon général, pour demain, la cérémonie va se dérouler pour savoir exactement. Et puis j'ai cru comprendre qu'ils avaient dit bon, on fera passer les rois, les reines, et puis après ABCD d'un air de dire bon, vous serez peut-être au 3e ou 4e rang. Et le général, quand on est arrivé, le chef du protocole l'amène dans le rang qui lui était destiné, la place. À ce moment-là, je le vois, et ça, je me rappellerai toute ma vie, il prend ses lunettes, il les met, un petit moment d'hésitation, puis il commence à avancer. Bonjour, cher ami, bonjour, cher... Et tout le monde s'écarte. Bonjour, bonjour. Et tout le monde voulait serrer la main du général. Et en 2 temps 3 mouvements, le général se retrouve au premier rang. Mais si vous voulez, pour le général, il ne pouvait pas se permettre d'être au milieu, ni même en arrière, mais c'était d'être devant. Et personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a rien dit. Qui va dire quelque chose au général? C'est une nouvelle génération de photographes qui va répondre au général. De jeunes reporters bien décidés à briser le tabou de l'intimité. On était 2 ou 3 à essayer de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, et c'était absolument passionnant. Parce que très difficile. Et on avait appris au bistrot du village, on avait appris que quand il faisait beau, de temps en temps, il allait se balader dans une petite forêt qui est pas loin de la boisserie, qui s'appelle la forêt des Duits. Je suis parti dans la forêt par un chemin transversal parce que je connaissais bien. C'était le chemin Cadano de Planck. Et donc, il faisait beau. On s'est installé là-dedans. On est resté presque une semaine. On avait creusé un trou et tout, on était cachés avec des feuilles comme des chasseurs. On avait emmené notre casse-croûte, une bouteille de bière dans le truc. Et puis on a vu arriver cette voiture, c'était complètement mystérieux. Une espèce de truc, on a l'impression que, je sais pas, que le temps s'était arrêté. Les petits oiseaux chantaient plus, quoi. Ils sont tous les deux au loin et les gorilles sont derrière. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit « Bernard, arrête, tu vas nous faire virer et tout, arrête tes conneries ». Fous le camp et tout. Alors, on est parti en vitesse. Et là, on s'est dit, les emmerdements vont recommencer. Ça n'a pas loupé. À la sortie de la forêt, les gendarmes nous attendaient. Alors, Charlet, bureau, qu'est-ce que c'est que ça? Faut nous donner vos pellicules. On s'est tous retrouvés chez Janine à boire un coup avec la gendarmerie, la vieille amitié entre la gendarmerie, les journalistes, etc., etc. Ils étaient contents, et puis nous aussi. Parce qu'en fait, les films, c'était pas ceux-là. En sortant du bourg, on avait planqué les vraies pellicules sous une grosse pierre, et on est reparti les chercher après, et ils l'ont eu dans le baba. Pour voler une photo choc du président, plus rien n'arrêtera les reporters photos, pas même les voyages à l'étranger. En 1966, De Gaulle effectue une visite mémorable en URSS. C'est encore la guerre froide, l'Union soviétique est plus fermée que jamais, mais elle fait une exception pour De Gaulle, héros de la détente Est-Ouest. Le Kremlin ne lui refuse aucun honneur. À Leningrad, De Gaulle demande à assister à une messe. Privilège accordé, mais à une condition, qu'il n'y ait pas de photos à l'intérieur de l'église. C'est mal connaître les reporters qui suivent le général. Et bien à cette époque-là, les Russes pouvaient aller à l'église que quand ils avaient plus de 70 ans. Il y avait que les femmes, les hommes n'avaient pas le droit d'y aller. Et puis,
Je vais voir les autorités russes, puisque je connaissais le chef de la police, et je lui ai dit, je suis très pratiquant, je loupe jamais un office, si je pouvais aller prier, donc ils m'ont donné une autorisation pour y aller. Et j'ai caché un léca sous ma veste, hein. Donc ils sont venus, et dès qu'on a sorti les appareils, là, les femmes ont vu, et elles ont dit à un des policiers, 2 policiers derrière, qu'on était en train de faire des photos. Alors les 2 flics sont arrivés, je les ai chopés par la couenne, je les ai serrés très fort, et puis je les ai regardés méchamment. Alors ils se demandaient ce qu'allait se passer, et puis je les ai lâchés, alors là ils nous ont chopés, et ils nous ont fait sortir. On est sortis avec le chef de la police et tout, on a dit non, on n'a pas fait de photo, on vous jure. À la une de François, la photo volée crée un scandale diplomatique. Le lendemain, Bernard Charlet est menacé d'expulsion. Il est sauvé de justesse par une grève de ses confrères américains. Dans l'album des photos volées, il y en a beaucoup d'autres détestées par l'Élysée. De Gaulle à l'hôpital Cochin. De Gaulle au cimetière sur la tombe de sa fille Anne. Et celle-là, un crime de lèse-majesté. Le détail du bureau présidentiel et des lectures du général. Enfin, ce scoop de Paris Match. De Gaulle saluant une patrouille d'aviation depuis le parc de Colombey. Toutes appartiennent à la légende. Parfois, la grande histoire est écrite par les gorilles eux-mêmes. En 1967, Roger Tessier accompagne le général au Québec. Un voyage historique. Les Québécois accueillent de Gaulle comme un champion de l'indépendance. Le général n'est pas mécontent de narguer les Anglais sur leur terrain. À Québec, c'est une question de curiosité. D'abord, on revient de Québec à Montréal, en longeant le Saint-Laurent. On prend 2 heures, 2 heures et demie de retard. C'était la Marseillaise dans tous les villages, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était bon, on arrive là. Et Drapeau, le maire, demande au général de venir dire quelques mots au public. Ah, alors, le général, ça ne lui plaît pas, mais il dit oui. Alors il y a un grand balcon, toute longueur. Qu'est-ce que je vois à gauche au bout du balcon? Un arbuste, 2 arbustes. C'est normal. Je vais voir là-bas s'il n'y a pas un mec. Il n'y a pas un mec, mais je vois un micro. C'est tout. Et je regagne ma place à côté du général. Et le général parle. Et dit à Drapeau, oh, dommage que je n'ai pas un micro. Mais Drapeau, comme on est 2 heures et demie de retard, Drapeau, il se la ferme, il dit rien. Mon général, il y en a un micro là-bas. Je vais le chercher. Alors, je vais chercher le micro. Et c'est là qu'il pond. Le Québec libre. C'est là, ce micro là, qui pond vive le Québec libre. Là. Ça avait fait une merde, etc. À Ottawa, les Anglais, ils avaient dit on le reçoit plus, etc. Pepper, il a dit c'est comme ça, bon, on a pris l'avion, on est rentré à Paris. Et Coupe de Murville m'avait dit, il était mis. Pourquoi vous lui avez donné le micro? Parce qu'il l'a demandé, et voilà. Le temps des audaces ne dure pas. 1 an après, mai 68 éclate dans les rues. La France s'arrête et une partie du pays dit non à De Gaulle. L'éruption ébranle le général et son entourage, cette fois, sérieusement. Ça a été un moment très douloureux. Parce qu'on voyait en effet que le général de Gaulle, comme on dit vulgairement, avait perdu la main. Et que c'était la première fois que De Gaulle n'était plus De Gaulle. Le 29 mai, stupeur à l'Élysée. De Gaulle a disparu, De Gaulle est introuvable.
En fait, le général s'est envolé vers Baden-Baden, voir le général Massu, responsable des forces françaises basées en Allemagne, dans le plus grand secret. 3 personnes seulement sont dans la confidence. C'est une coïncidence, c'est une coïncidence. C'est encore moi qui est là. Roger Tessier, commandant Floïc, et puis un jeune Toubi. Un jeune Toubi. À Saint-Didier, on fait le plein des hélicoptères, 2 hélicoptères, et on s'en va à Baden-Baden. Général Massu. Oh là là. Je dis au docteur, au jeune Toubi, c'est pas 8 jours qu'on est là pour quelques années. Hein. Même Massu, le vieux courageux qu'il était, a remonté le moral de Gaulle, a dit d'abord l'armée marche à tous les coups, d'une part, et d'autre part, vous pouvez pas partir, c'est pas possible, rentrez vite chez vous. La visite à Baden ne dure que quelques heures. En fin d'après-midi, la presse révèle que le général rentre à Paris, mais personne ne sait où ni comment. Le premier à deviner, c'est Henri Bureau. Il réalise un scoop historique, un coup de chance. Et sur le périphérique, devant nous, je reconnais la voiture de Paul Comity. Et cette voiture, je la connaissais très bien. Ah ben donc, on se met 300 mètres derrière pour pas qu'il nous repère. Et puis on le suit. Et puis il rentre à Issy-les-Moulineaux et les Liports. C'est comme ça que les choses ont été faites. Le lendemain, les gaullistes réagissent avec une immense contre-manifestation sur les Champs-Élysées. De Gaulle est un peu requinqué, mais il n'y croit plus. Les Français non plus. Il annonce un référendum sur des projets secondaires, mais avant la bataille, il se donne déjà perdant. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Sans surprise, le non l'emporte le 27 avril 1969. Comme il l'avait annoncé, De Gaulle démissionne le lendemain. Il rentre à Colombey et se cloître à la Boisserie, définitivement. La grande époque des gorilles historiques est terminée. Paul Comity, Henri Jouder, Roger Tessier vont rester à son service jusqu'à sa mort. Mais les photographes, eux, sentent comme un vide. Ce qui est certain, c'est que une partie de notre vie professionnelle s'arrêtait. Parce que il disparaissait et ce qu'on faisait avec lui, qui était très excitant, très difficile mais très excitant, ça s'arrêtait net. On peut dire qu'on a loupé plein de choses, qu'il ne nous a pas donné beaucoup de choses. On aurait aimé avoir quelques petits détails en plus. Peut-être qu'on aurait aimé l'avoir à la Boisserie. Si on regarde bien, De Gaulle, les photos qu'on n'a pas vues et qui n'existent pas, c'est avec les femmes. Je revois une image du général de Gaulle recevant le couple Kennedy à l'Élysée. Jackie Kennedy est absolument éblouissante de beauté et le général n'est pas insensible à sa beauté. C'était dans tous les journaux à l'époque. Je pense que les Français étaient contents de voir que leur président était sensible à la beauté d'une jolie femme, qui en plus était la femme du président des États-Unis. Elle était fascinée, elle aussi, par ce grand homme, voyez-vous. Et pour elle, le général de Gaulle, c'était vraiment un héros. On a dit que ses préférés, c'était Brigitte Bardot et Jacqueline Kennedy. Je peux pas vous dire. Pas de confidence là-dessus. Pas de confidence là-dessus. Ah non, 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 non. Non, mais il aurait pu vous dire un mot ou dire... Ah non, 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 non. Pas de familiarité, hein, jamais. Rien n'a pu délivrer les gorilles de leur serment de fidélité. Pas même la mort du général. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle s'éteint à la Boisserie. Ses obsèques sont suivies par une foule ininterrompue d'admirateurs et d'anonymes.
inconsolables, les gorilles font partie du cortège. On est triste, hein? Hein? On est triste. Anéanti, catastrophé, on se regardait, on ne savait pas quoi dire. On ne savait pas quoi dire, on était peinés. On ne pensait pas que c'était la vérité. On ne pensait pas. On n'aurait jamais pensé ça, on aurait pensé toujours qu'il aurait ressuscité ou que ceci et cela. Mais non, là, hélas. Et voilà. Les gorilles du général étaient des mousquetaires inconditionnels, aux méthodes parfois expéditives. Mais personne n'a souligné qu'un tel dévouement, un tel sacrifice, était unique en politique. Ce 9 novembre 1970, les gorilles ne perdent pas seulement un patron et un héros, ils perdent aussi un père.